Si ce n'était pas pour ta pension, on n'aurait même pas besoin de toi ici. » C'est ce que m'a dit Julien, mon propre fils, celui qui, autrefois, s'endormait contre ma poitrine, ses petits doigts si délicats qu'ils semblaient des pétales de rose. Celui qui pleurait dès que je m'éloignais de quelques pas dans le parc. Celui qui, des années plus tôt, m'appelait « mamie » lorsqu'il tombait et s'écorchait le genou. Ce soir-là, il n'a même pas levé les yeux vers moi. Il a prononcé ces mots, debout de l'autre côté de la cuisine, en consultant son téléphone, comme s'il énonçait une vérité évidente, un fait dénué d'émotion, une équation mathématique. Moi, je me résumais à un revenu, une somme mensuelle qui maintenait cette maison à flot, rien de plus. J'avais une cuillère en bois à la main, je remuais le riz pour qu'il n'attache pas. La viande était déjà au four. Camille avait dit qu'elle voulait des pommes de terre rôties. Alors j'avais préparé ça aussi. Il faisait chaud, mon dos me faisait mal, j'avais passé la journée à nettoyer et à laver, car nous attendions des invités. Pourtant, malgré tout, j'ai souri quand Sophie est entrée en courant pour m'enlacer. Elle était la seule raison pour laquelle je continuais à supporter tout ça. Après l'émoji de Julien, personne n'a plus parlé. Camille, depuis le couloir, a esquissé un sourire furtif. Elle n'a rien dit, mais ce n'était pas nécessaire. Elle avait déjà gagné. Moi, je n'ai pas prononcé un mot. J'ai fini de remuer le riz, j'ai éteint le feu et, les mains tremblantes, j'ai retiré mon tablier. Je ne savais pas si c'était de la colère, de la tristesse ou un mélange toxique des deux. Je suis allée au cellier, j'ai ouvert le robinet et je me suis aspergé le visage d'eau. Il fallait que je me calme. Pas devant eux, pas ici. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis couchée dans le même lit que j'avais partagé avec Antoine, mon défunt mari, pendant près de 40 ans. La chambre, qui ne m'appartenait presque plus, semblait étrangère. Les murs n'étaient plus les miens, mes affaires réduites à une commode et une boîte sous le lit. Le reste servait de rangement. Ma vie, condensée. J'ai fixé le plafond pendant des heures. Je n'ai pas pleuré, je n'avais plus de larmes. Une seule phrase tournait dans ma tête. Comment en est-on arrivé là ? Revenir au début n'est pas facile. Parfois, on préfère ne pas remuer ce qui fait mal. Mais maintenant, je sais ce que c'est nécessaire. Il y a 3 ans, après la mort d'Antoine, la maison est devenue trop grande. Au début, la solitude était un écho doux, un murmure qui me laissait en paix. Mais avec les mois, ce silence s'est transformé en un gouffre. Alors, quand Julien m'a demandé de l'aide, je n'ai pas hésité une seconde. Maman, Camille a perdu son emploi. On est en retard sur le loyer. Je ne sais plus quoi faire. Venez à la maison, ai-je répondu sans réfléchir. Il y a de la place. Ils sont arrivés un après-midi de janvier, à Nantes, avec Sophie dans les bras et 3 grosses valises. J'avais préparé la chambre d'amis, changé les draps, acheté une nouvelle lampe. J'étais heureuse, ma famille était de retour. Sophie m'a serré fort et m'a chuchoté à l'oreille. « Tu m'as tellement manqué, mamie. » J'ai cru que tout irait bien. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer des détails. Camille ne me regardait jamais directement, toujours occupée, agacée par quelque chose. Au début, je mettais ça sur le compte du stress, du chômage, de l'adaptation. Puis des remarques ont commencé. « Ta mère ne respecte pas notre espace, » disait-elle à Julien, pensant que je n'entendais pas. « Elle est toujours là, comme si la maison n'était qu'à elle. » Et oui, elle était à moi, légalement, entièrement à mon nom, mais je ne le disais pas. Je ne voulais pas de conflit. Peu à peu, la maison a changé. Je continuais à cuisiner, nettoyer, payer les factures. Ma pension, bien que modeste, couvrait l'électricité, le gaz, une partie des courses. Julien avait trouvé un emploi, mais précaire. Camille, elle, ne travaillait toujours pas, bien qu'elle arborât des vêtements neufs chaque mois. Et pourtant, je commençais à sentir que j'étais de trop. Une nuit, Camille m'a demandé de ne pas m'asseoir à table avec eux, car ils devaient parler en couple. Le lendemain, ma chaise avait disparu de la salle à manger. Je suis devenue invisible, mais je continuais à préparer le petit déjeuner, à faire les courses, à emmener Sophie à l'école quand Camille avait une migraine ou était trop occupée.
Je suis devenue une ombre qui soutenait la routine de tous sans que personne ne le reconnaisse. Puis, un matin, Julien m'a demandé si je pouvais mettre la maison à son nom. Ce serait plus pratique pour tout le monde, en cas d'urgence, pour mettre de l'ordre. Je l'ai regardé longtemps et j'ai cédé. Je suis allée chez le notaire, j'ai signé, j'ai donné, j'ai fait confiance. Je n'imaginais pas qu'il me le ferait me payer ainsi. 1 mois plus tard, ma chambre a été réduite, ma salle de bain privative partagée, mon indépendance effacée. Je devenais une figure de fond. Personne ne me demandait comment j'allais, personne ne m'écoutait, sauf Sophie. Elle restait ma lumière. Chaque soir, elle se glissait dans mon lit, malgré les reproches de Camille, et me racontait ce qu'elle apprenait à l'école. Elle me dessinait des fleurs, me disait qu'elle m'aimait. C'était la seule raison pour laquelle je ne faisais pas mes valises pour partir, même si je n'avais nulle part où aller. J'avais tout donné. Cette nuit-là, après les mots de Julien, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas une erreur, pas un moment d'égarement, pas une phrase lancée sans réfléchir. C'était ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, ce qu'il croyait. Pour la première fois en des années, quelque chose en moi s'est brisé, mais pas de douleur, de clarté. Je suis allée à la cuisine, tout le monde dormait. Je me suis assise face au four éteint, j'ai regardé la casserole de riz encore tiède. Puis j'ai pris mon vieux carnet, celui où je notais mes recettes, et j'ai écrit une phrase. Je mérite mieux que ça. Le lendemain, je me suis levée tôt, j'ai fait du café, je me suis coiffée. J'ai mis la robe bleue qu'Antoine disait toujours me faire ressembler à un ciel d'été. Je suis sortie sans dire où j'allais, sans demander la permission. Ce n'était pas avec une valise, c'était avec une intention. Je n'ai pas marché longtemps, je n'avais pas de destination précise, mais mes pieds savaient où aller. Parfois, le corps devance la conscience. J'ai traversé 2 rues, passé devant une boulangerie d'où s'échappait l'odeur du pain frais, et je suis arrivée devant un lieu que je n'avais pas visité depuis des années. C'était un petit café à Saint-Malo, avec des plantes suspendues à l'entrée et des chaises en fer forgé. Une enseigne en bois indiquait « Le coin d'Isabelle ». J'ai hésité un instant, puis je suis entrée. Elle était là, assise derrière le comptoir, feuilletant un magazine. Ses cheveux étaient enrelevés en un chignon désordonné, ses lunettes posées au bout de son nez. Elle m'a regardée, a froncé les sourcils comme si elle ne me reconnaissait pas, puis ses yeux se sont écarquillés. « Élisabeth !» a-t-elle exclamé avec un sourire qui m'a ramenée à ma jeunesse. Mon Dieu, quelle surprise! Je ne savais pas quoi dire. Mes mains tremblaient. Isabelle était mon amie d'enfance, inséparable jusqu'à ce que la vie nous sépare. Elle avait choisi de voyager, d'étudier à l'étranger, de se marier avec un Argentin qu'elle avait fini par quitter. Moi, je suis restée à Nantes, j'ai épousé Antoine, élevé Julien, été femme au foyer toute ma vie. Elle avait vécu 1000 aventures, moi, une vie en cercle. Pourtant, à cet instant, le temps n'avait plus d'importance. Nous nous sommes enlacés comme si nous nous étions vus la veille. « Et qu'est-ce que tu fais ici ?» m'a-t-elle demandé, en me servant un café sans même me le proposer, comme si elle savait que j'en avais besoin. « Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. J'avais juste besoin de sortir de chez moi. » Alors, si c'était Tété. Tu es au bon endroit, Tété, a-t-elle dit en désignant une table près de la fenêtre. Ici, personne ne court, personne n'exige, et il y a toujours du café chaud. Nous sommes assises, et je lui ai raconté, par bribes, ce qui s'était passé. Pas toutes par encore, mais assez pour qu'elle comprenne qu'un morceau de moi s'était fissuré. Isabelle m'a écoutée sans m'interrompre. Elle n'a froncé les sourcils qu'une fois, quand j'ai mentionné les mots de Julien. Puis elle a gardé le silence un moment. « Et tu sais quoi ?» a-t-elle fini par dire. « Tu as toujours été plus forte que tu ne le crois. » J'allais souri, incrédule. « On ne dirait pas. Parce qu'on t'a appris à te taire.
à te sacrifier, à ne rien demander. Mais ça, Elisabeth, ce n'est pas de la force, c'est de la soumission. Et toi, tu peux sortir de là. » Je n'ai pas répondu, mais ces mots se sont plantés en moi comme des graines. Je suis rentrée chez moi avant midi. Camille m'a regardée depuis le canapé, le front plissé. « Où étais-tu » Partir comme ça, sans prévenir, Julien était inquiet. Mensonge, il n'avait même pas remarqué mon absence. Mais je n'ai rien dit. Je suis montée dans sa chambre, j'ai fermé la porte et je me suis allongée. Sophie est entrée peu après. « Ça va, mamie ?»« Oui, mon trésor, juste un peu fatiguée. » Elle s'est blottie contre moi. Sa chaleur était un baume. Elle m'a raconté un dessin qu'elle avait fait en classe. Une femme avec une cape qui volait au-dessus de la ville. « C'est une héroïne. Je l'ai appelée Elisabeth Bleue, comme toi, parce que tu es ma héroïne. » Je n'ai pas pleuré, mais j'ai eu du mal à déglutir. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, j'ai écrit une autre phrase dans mon carnet. Je n'ai pas besoin de permission pour recommencer. Les jours suivants ont été différents. J'étais la même, mais quelque chose avait changé. Je ne répondais plus immédiatement quand Camille exigeait quelque chose. Je ne me précipitais plus pour dresser la table ou laver la vaisselle dès qu'ils avaient fini. Ce n'était pas de la rébellion, c'était de la dignité. De petits actes de résistance que personne n'a remarqués au début. Un jeudi après-midi, je suis retournée au café. Isabelle m'attendait avec une assiette de madeleine et 2 cafés. Nous nous sommes installés en terrasse. Elle m'a parlé de ses voyages, de comment elle avait ouvert ce café après son divorce, avec ses économies et un petit héritage. Elle m'a montré des photos anciennes, nous avons beaucoup pris. Je me sentais vivante. « Pourquoi ne viens-tu pas plus souvent » m'a-t-elle dit. « Tu pourrais même m'aider avec des recettes. » Je sais ce que tu cuisines divinement. Travailler ici, ce n'est pas du travail. C'est reprendre le contrôle. Je suis rentrée chez moi avec un mélange d'enthousiasme et de peur. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai mentionné « l'air de rien ». Aujourd'hui, j'étais au café d'une amie. Elle m'a proposé de l'aider en cuisine. Julien n'a pas levé les yeux. Camille, si. « Travailler, à ton âge ?»« Oui. Pourquoi pas ?»« Parce que tu n'as pas besoin. Tu as ta pension. Et puis, qui s'occupera de Sophie quand nous ne sommes pas là ? Sophie a 12 ans, elle peut aller à l'école seule. Et moi, j'ai besoin de quelque chose pour moi. » Le silence s'est abattu sur la table. Personne ne m'a soutenu, mais personne ne m'a interdit non plus. Alors je suis retournée au café. Les premiers jours, je me sentais maladroite, lente, déplacée. Mais Isabelle m'encourageait. Elle m'a appris à utiliser la caisse, à préparer le café avec la nouvelle machine, à organiser les vitrines. Elle m'a même laissé décorer un coin avec des objets anciens que j'avais chez moi. Une pendule, un service de tasse hérité de ma mère, un vase avec des marguerites séchées. Les clientes ont commencé à venir, curieux de cet espace nostalgique. Je les servais avec un sourire. Je me sentais utile, visible, précieuse. Un jour, j'ai rencontré Maurice. Il est entré d'un pas lent, appuyé sur une canne, avec un sourire courtois. Il a commandé un thé au miel et s'est assis pour lire son journal. Il revenait tous les jeudis. Parfois, nous parlions de livres, d'autres fois de politique. Il m'a dit qu'il était avocat à la retraite, intelligent, aimable, toujours bien vêtu. Il aimait écouter plus que parler et ça me faisait me sentir respectée. Un après-midi, pendant que nous fermions, Isabelle m'a regardée avec malice. « Je crois que tu plais à Maurice. » J'ai ri, nerveuse. « Ne dis pas de bêtises. »« Pourquoi ? Tu es une belle femme, Elisabeth. Tu as vécu, tu as aimé. Pourquoi ne pourrais-tu pas recommencer ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Je n'étais pas prête à y penser, mais c'était agréable à entendre. Un vendredi, en rentrant chez moi, j'ai trouvé mes affaires entassées dans le salon. Vêtements, livres, une boîte de photos, ma boîte à couture. Tout était sorti de ma chambre. Qu'est-ce que c'est ? Camille, les bras croisés, a répondu sans ciller. On a besoin d'espace.
On va transformer cette pièce en bureau. On t'a préparé un coin dans le cellier, il y a un matelas. » J'ai eu le souffle coupé. Pas par l'humiliation, mais par la froideur. « Et Julien est d'accord ? Il a signé les papiers. Tu te souviens ? La maison n'est plus à toi. » Je n'ai pas répondu. Je me suis approchée. J'ai pris une photo. Moi, Antoine et Julien Petit. Et je l'ai serrée contre ma poitrine. Puis je suis montée. J'ai dormi dans le cellier. Mais cette nuit-là, j'ai écrit donc une dernière phrase dans mon carnet. Ils cesseront bientôt de me sous-estimer. Je n'ai presque pas dormi. Le cellier sentait l'humidité et le vieux détergent. Chaque bruit de la maison résonnait entre les murs de béton. Mais plus que ça, ce qui m'empêchait de dormir, c'était le souvenir. Pas de ce qui s'était passé cette nuit-là, mais de tout ce que j'avais laissé faire avant. Je pensais aux années où j'avais cuisiné chaque dîner avec soin, aux fois où j'avais veillé sur Sophie malade, aux nuits où je me levais sans bruit pour ne pas déranger, à chaque fois que j'avais accepté une parole cinglante, sans répliquer. Quand exactement étais-je devenue invisible dans ma propre famille ? Le lendemain matin, je me suis douchée tôt. J'ai enfilé ma blouse préférée et un foulard brodé que ma mère m'avait offert. Camille ne m'a même pas regardée quand je suis sortie. Julien s'est enfermé dans son bureau, prétextant une visioconférence urgente. Je n'ai pas pris de petit déjeuner, je n'avais pas faim, j'ai marché jusqu'au café, un poids de bain dans la poitrine que je n'arrivais pas à desserrer. Mais dès que j'ai poussé la porte du coin d'Isabelle et entendu la clochette, quelque chose en moi s'est apaisé. Isabelle a tout de suite remarqué mon expression. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils m'ont chassée de ma chambre. Je dors dans le cellier. Elle a arrêté de nettoyer la machine à café et m'a regardée, incrédule. « Comment ça, chasser ? Ils ont besoin d'espace, ils vont faire un bureau. » Isabelle a retiré son tablier d'un geste sec et s'est approchée. « Tu ne peux pas continuer à tolérer ça, Elisabeth. Ce n'est ni normal, ni juste, ni humain. C'est leur maison, légalement, je n'ai plus aucun droit. Peut-être, mais moralement, ils n'ont pas le droit de te traiter ainsi. » Nous sommes restées silencieuses un instant. Puis elle m'a pris la main. « Il y a des moyens de te défendre. Je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. C'est un avocat très compétent. Il s'appelle Maurice. » « Maurice, le client ? » ?»« Oui, il fait parfois des consultations, même à la retraite. Il ne demande pas d'argent, il le fait par conviction. » Je ne sais pas ça, Isabelle. Je ne veux pas en arriver là. « Et à quel niveau es-tu déjà ? Dormir au milieu des balais et des seaux, voir tes affaires entassées comme des ordures. » Elle avait raison. Chaque jour, je me convainquais que je méritais le minimum, que je devais être reconnaissante pour un toit et un repas, même s'ils venaient avec du mépris. Mais ce n'était pas la vie que je voulais. Maurice est passé cet après-midi-là. Isabelle lui avait tout raconté. Avec son calme imperturbable, il s'est assis avec moi, un carnet à la main. « La première chose à savoir, m'a-t-il dit, c'est que même si tu as cédé la propriété de la maison, si tu peux prouver que tu l'as fait sous pression ou sans comprendre pleinement les conséquences, nous pourrions demander une annulation pour vice de consentement. De plus, il existe des jurisprudences qui protègent les droits des personnes âgées dans des contextes de vulnérabilité familiale. » Et ça veut dire quoi, en clair ? Que si nous pouvons démontrer une manipulation ou un abus émotionnel, tu pourrais récupérer ta part, ou du moins un espace digne dans cette maison, ou une compensation. Je l'ai regardé, incrédule. Et comment prouver ça ? Avec des témoins, ton carnet par exemple, si tu as consigné ce qui s'est passé. Et si Sophie est de ton côté, ça peut aider. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Je ne voulais pas impliquer ma petite fille, mais je savais qu'elle était déjà concernée, ne serait-ce que parce qu'elle m'aimait. Je l'ai remerciée et lui ai promis d'y réfléchir. Ce soir-là, je suis rentrée déterminée à parler à Julien. J'ai attendu que Camille s'enferme dans leur chambre. Je l'ai trouvé dans la cuisine, se servant un verre d'eau. « Il faut qu'on parle. »« Pas maintenant, maman, je suis fatiguée. »« Si, maintenant.
parce que si je ne parle pas, je vais tomber malade. » Julien s'est retourné et m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça me fait mal. Ça me fait mal d'avoir donné ma maison, mes souvenirs, tout ce que j'ai construit pour vous. Et maintenant je dors dans un coin comme une intruse. Ce n'est pas comme ça. Si, et tu le sais, je n'ai rien demandé en échange, je voulais juste être près de vous, être utile, m'occuper de Sophie. Mais vous m'avez chassé de ma chambre comme si je ne comptais pas. Julien a serré la mâchoire. Il n'a rien dit. Après un moment, il est parti sans se répondre. Le lendemain, je me suis assise avec Sophie dans le jardin. Elle avalait un livre de contes, mais elle a vu que j'étais ailleurs. « Qu'est-ce que tu as, mamie ?» J'avais besoin de faire quelque chose d'important, mon trésor, et j'ai peut-être besoin de ton aide. Ses yeux se sont illuminés. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu pourrais écrire sur une feuille le comment on me traite ici? Je sais que tu as tout vu. Elle a baissé les yeux. Ocho, c'est pour un procès? Pas forcément, mais j'ai besoin de preuves pour me protéger. Sophie a hoché la tête lentement, puis m'a enlacée. Je ne veux pas que tu partes. Je ne partirai pas sans me battre. Les jours suivants, Maurice et moi avons travaillé discrètement. Il m'a appris à documenter chaque fait, à parler sans trembler, à regarder les gens dans les yeux sans baisser la tête. Isabelle me soutenait, m'offrant des horaires flexibles. Au café, des conseils et surtout sa compagnie. Je ne me sentais jamais seule dans ce processus. Un après-midi, en rentrant chez moi, j'ai trouvé ma boîte à couture jetée par terre, des aiguilles cassées, les fils emmêlés, mes ciseaux rouillés. C'était mon bien le plus précieux. Je l'ai ramassé avec soin. Je suis montée sans un mot. Cette nuit-là, j'ai su que ma décision était prise. Le lendemain, j'ai apporté tous mes papiers au café. Maurice les a examinés attentivement, puis a levé les yeux. Nous sommes prêts. Dis-moi juste quand tu veux commencer. Maintenant. Alors prépare-toi, Elisabeth, parce qu'une fois que tu commences, il n'y a pas de retour en arrière. Je l'ai regardé avec fermeté. Je ne veux plus reculer. Nous avons déposé la plainte un vendredi matin. Maurice l'a remise en personne au tribunal de Nantes. Il m'a expliqué que nous devions attendre la notification officielle à Julien et Camille. Malgré ce pas décisif, je suis rentrée chez moi avec une boule dans la gorge. J'étais partagée entre la fierté d'avoir agi et la douleur à l'idée d'affronter mon propre fils en justice. Mais il n'y avait plus de marche arrière. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la dignité. Les jours suivants ont été lourds de silence. Je n'ai rien dit, eux non plus. Camille continuait à traverser la maison comme si elle flottait dans son propre monde, organisant, donnant des ordres subtils à Sophie, m'ignorant. Julien évitait mon regard. Seule Sophie restait proche, s'asseyant à mes côtés chaque soir, avec ses livres ou juste en silence, me tenant la main. Un après-midi, alors que je préparais du thé dans la cuisine, la sonnette a retenti avec insistance. J'ai ouvert. C'était un huissier. Julien est descendu en entendant les voix et s'est figé en voyant l'homme avec une enveloppe. Julien Moreau? Oui. Notification judiciaire. Vous avez un délai pour répondre. Il lui a tendu l'enveloppe, lui a fait signer un reçu et est parti. Le silence qui a suivi était comme une fracture au cœur de la maison. Camille est descendue immédiatement. En voyant l'enveloppe dans les mains de Julien, elle l'a arrachée avec violence. « C'est quoi ça ?» Julien a lu à voix basse. Ses lèvres se sont crispées. « C'est de maman, elle nous poursuit. » Camille m'a regardée comme si je venais de lui cracher au visage. « Quelle bassesse ! Une défense !» ai-je répondu. « Je ne me tairai plus. » Elle a ri, méprisante. « Et tu crois quoi? Nous prendre la maison? » Non, juste récupérer mon droit à vivre dignement, à ne pas être invisible, à ne pas être traité comme un vieux meuble. C'est alors que Sophie est apparue, sans que personne ne l'ait vue. Elle avait tout entendu. Elle s'est approchée lentement et s'est placée à mes côtés. « Je suis avec mamie, papa.
Julien la regardait, abasourdi. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Mamie ne mérite pas ça. J'ai vu comment vous la traitez, ce n'est pas juste. » Camille a éclaté d'un rire incrédule. « Parfait. Maintenant, la gamine aussi se retourne contre nous. » Julien a baissé les yeux, sans répondre. Camille laisse monter, furieuse, et la porte de la chambre a claqué. Mon fils m'a regardé longtemps. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, mais quelque chose de pire. De la honte. C'était nécessaire, ça ? Oui, ai-je répondu calmement, parce que j'ai tout essayé avant. J'ai parlé, j'ai enduré, je me suis faite petite. Mais vous n'avez pas changé, et moi, je ne veux plus disparaître. Julien n'a plus rien dit. Cette nuit-là, la maison était plus silencieuse que jamais, comme si quelque chose s'était brisé, et que nous savions tous que rien ne pourrait le réparer. Les jours suivants ont été tendus. Camille me frôlait avec force en passant, laissait les portes ouvertes pour que le bruit parvienne jusqu'au cellier où je dormais, changeait les horaires des repas. Parfois ne me servait rien, mais ça ne m'atteignait plus. Je savais que chaque offense devait être notée, documentée, transformée en preuve. Maurice m'a accompagné aux premières audiences. Raconter mon histoire devant des inconnus était à la fois humiliant et libérateur. J'ai tout expliqué. Comment j'avais cédé la maison par amour, comment j'avais été reléguée, comment j'avais peu à peu perdu ma place. Sophie avait écrit une lettre, lue devant le juge. Ces mots s'étaient mains si purs, si honnêtes, que même le greffier a détourné le regard. Ma grand-mère a toujours été là pour moi. Elle m'a soignée quand personne d'autre ne le pouvait. J'ai vu quand ils l'ont mise dehors, quand ils ne lui parlaient plus, quand ils faisaient comme si elle n'existait pas. Je ne comprends pas pourquoi on peut traiter ainsi quelqu'un qui nous a tout donné. Maurice a lu la lettre à voix haute, posée. C'est là que j'ai compris que ma petite fille avait plus de courage que bien des adultes. Je lui ai souri depuis l'estrade. Assise au fond, elle m'a rendu un regard brillant. En parallèle, Isabelle est devenue mon roc. Elle me redonnait du courage quand je faiblissais, me rappelait qui j'étais avant tout ça. Un jour, elle m'a emmenée marcher dans un parc près de Saint-Palot. Elle m'a parlé de sa vie, de son voyage seul à 50 ans, des décisions qui l'ont éloignée de sa famille, des blessures qu'elle a guéries. La liberté ne vient pas d'un coup, Elisabeth. Elle se construit, et ça fait mal. Mais quand tu l'atteins, tu ne reviens jamais en arrière. Cette phrase a résonné en moi. Une matinée, nous avons reçu la notification d'une audience de conciliation, dernière chance pour un accord sans jugement. J'y suis allée, le cœur serré. Maurice m'a expliqué que si Julien l'acceptait, nous pourrions fixer par écrit un accord. Une chambre privée, un accès libre aux espaces communs, du respect et une part de ma pension pour moi. Nous avons attendu dans une petite salle. Ils sont arrivés en retard. Camille est entrée comme à un gala. Julien, lui, avait les yeux cernés. Quand le médiateur a exposé les conditions, Camille s'est levée, indignée. « C'est du chantage !»« C'est un accord, » a dit Maurice. « Volontaire. Personne ne vous oblige. Mais si vous refusez, nous irons jusqu'au jugement. Et le juge décidera. » Julien a dégluti, m'a regardé un instant. J'ai cru qu'il accepterait. Mais Camille lui a touché le bras, a murmuré quelque chose, et il a baissé les yeux. Nous refusons. Le médiateur a noté, et le procès a continué. Nous sommes sortis en silence. Cette nuit-là, sans un mot, j'ai préparé une petite boîte avec des objets précieux. Des photos, des lettres anciennes, un foulard brodé par ma mère, la lettre de Sophie. Je l'ai caché dans un coin du cellier, enveloppé dans un sac plastique, comme un trésor. Pas pour sa valeur matérielle, mais pour ce qu'il représentait. Ma mémoire, ma vérité, ma décision de ne plus me taire. Les semaines suivantes ont été plus froides, plus denses, pas à cause du climat, mais de l'atmosphère à la maison. Tout était silencieux, comme une accalmie forcée avant une tempête inévitable. Je marchais sur des œufs, chaque pas risquant de provoquer une explosion de cris ou de regards assassins. Camille semblait déterminée à me prouver que je n'avais aucun pouvoir.
Elle a changé la serrure du cabinet de toilette du couloir, m'obligeant à utiliser celui du cellier, sans eau chaude. Elle a mis des cadenas sur le placard où étaient rangés les aliments de base, me laissant du pain rassis, du riz sans sel, du café dilué. Je ne me plaignais pas, je notais tout. Maurice m'avait appris à consigner chaque acte hostile. Je cachais un carnet parmi mes livres, où je recensais les dates, les mots, les gestes. Je n'étais plus une victime résignée. J'étais une femme qui observait, collectant des preuves avec patience. Sophie, elle, devenait de plus en plus rebelle. Elle passait du temps chez son amie Clara pour éviter les disputes. Elle a demandé à son père de dormir parfois chez Isabelle, ce qu'il a d'abord permis, mais Camille y a vite mis fin. Elle disait que Isabelle me montait la tête et qu'elle ne voulait pas que sa fille soit influencée par une vieille folle. Sophie lui a tenu tête. Je ne l'avais jamais vue crier ainsi. Camille l'a giflée. J'ai tout vu depuis la porte entr'ouverte. J'ai couru vers Sophie, je l'ai enlacée, je l'ai protégée comme si elle était encore une enfant, fragile. Camille m'a hurlé de ne pas m'en mêler, que ce n'était pas mes affaires. Julien est arrivé trop tard. Sophie s'était déjà enfermée dans sa chambre et moi j'avais une main tremblante sur la poitrine. Il n'a rien dit, pas un mot, pas un reproche, pas un réconfort. Il a juste regardé Camille comme on regarde un incendie qui a tout ravagé. Le lendemain, Sophie n'est pas allée à l'école. Elle est restée avec moi toute la journée, assise à l'ombre dans le jardin, sans se parler beaucoup. Je lui ai préparé un chocolat chaud, comme quand elle était petite. Elle m'a demandé si j'avais déjà été heureuse. Oui, souvent, même si je ne m'en souviens plus toujours. Elle a souri, triste. Je veux que tu sois heureuse à nouveau, mamie. Peut-être que ce n'est plus pour moi, ma chérie, si c'est pour toi. Il faut juste que tu y crois. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon carnet. Sophie croit encore en moi. Je dois réapprendre à croire en moi. Quelques jours plus tard, le tribunal a fixé la date du procès. Maurice m'a appelé pour m'expliquer les détails. Savoir qu'une audience officielle approchait m'a fait trembler. Pas de peur, mais de certitude. Ce qui était en jeu, ce n'était pas seulement une maison, c'était ma dignité, ma place dans le monde. Julien et Camille l'ont appris par courrier officiel. Je n'ai rien dit, eux non plus. Ils se sont enfermés dans leur chambre, chuchotant pendant des heures. Le soir, Camille est partie sans dire où. Julien est resté seul dans la cuisine. Je l'ai vu, la tête entre les mains, comme si le poids du monde l'écrasait. Je me suis approchée, pas par pitié, par nécessité. « Ça va ?» Il a levé les yeux, ils étaient en rouge, comme s'il avait pleuré ou n'avait pas dormi. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, maman. Tu le sais, mais tu ne veux pas l'admettre. Elle m'a dit que tu voulais nous prendre la maison, nous mettre à la rue. Et tu l'as cru ? Je ne sais pas. Je me suis assise en face de lui. Le silence pesait plus lourd que n'importe quelle parole. Julien, je ne veux pas de vengeance. Je ne veux pas détruire ta vie ni celle de Sophie. Je veux juste du respect, de la tranquillité, un espace à moi, une vieillesse sans peur. Mais avant, tu allais bien, non ? Avant, je me taisais. C'est différent. Il n'a rien ajouté, il a juste hoché la tête, comme s'il comprenait enfin quelque chose. Pas tout, mais quelque chose. Il est allé se coucher sans me regarder. Le procès approchait. Isabelle m'a emmenée acheter des vêtements. Elle a insisté pour que je me présente confiante, solide, comme la femme que j'étais autrefois. Elle m'a coiffée, légèrement maquillée, m'a offert un foulard bleu qu'elle avait rapporté du Maroc, disant qu'il me donnerait de la force. Ce matin-là, en me regardant dans le miroir, je me suis vue différente, plus droite, plus présente, comme si je commençais à me reconnaître. Au tribunal, Maurice m'attendait avec son attaché-case, impeccable, serein, avec sa façon de parler qui inspirait confiance. Il m'a donné quelques dernières consignes et nous sommes entrés. Julien est arrivé seul, Camille n'a pas voulu venir. Sophie était avec Isabelle, qui l'avait emmenée au parc. Je ne voulais pas qu'elle voie tout ça. Dans la salle, le juge nous a observés attentivement. Maurice a exposé les faits,
présenter des documents, des photos, des témoignages. Nous avons lu la lettre de Sophie. Le juge l'a demandée à voix haute. Son ton a changé en la lisant. Il s'arrêtait parfois, comme si chaque mot pesait trop lourd pour continuer d'une traite. Julien baissait les yeux. Quand ce fut son tour, il n'a pas cherché d'excuses. Il s'est excusé. Ma mère ne mérite pas de vivre ainsi. J'ai échoué en tant que fils. Je le reconnais. Le juge l'a regardé gravement. Êtes-vous prêt à réparer cela ? Julien a hoché la tête. Le juge a pris un moment, puis a rendu sa décision. Il m'a restitué une chambre privée, un accès libre aux espaces communs, un respect total de mon autonomie et une partie du contrôle de mes revenus. Il a aussi émis un avertissement formel à Camille, qui devait s'abstenir de tout acte hostile sous peine de poursuite pénale. Je suis sortie du tribunal en silence. Maurice m'a accompagnée jusqu'à la porte. Isabelle et Sophie nous attendaient dehors. Ma petite fille a couru vers moi et m'a enlacée si fort que j'ai senti tous mes os se remettre en place. « Tu as ce qui est gagné, dis mamie !»« Non, ma chérie, j'ai juste récupéré ce que je n'aurais jamais dû perdre. » Ce soir-là, je suis rentrée chez moi la tête haute. Julien m'a accueillie à la porte, m'a proposé un thé. Il parlait peu, mais ses gestes étaient différents. Camille n'était pas là, partie chez sa mère, indignée par le verdict. Je ne savais pas si elle reviendrait, et ça m'était égal. J'ai dormi dans la chambre qui fut autrefois la mienne, propre, rangée, avec mes affaires à leur place. J'ai y allumé une bougie, j'ai crié en silence, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie sans peur. Les semaines suivantes, la maison a semblé respirer autrement. L'air était moins lourd, même si la peste n'était pas totale. Camille n'est pas revenue tout de suite. D'après Julien, elle réfléchissait. Je soupçonnais qu'elle voulait le manipuler émotionnellement. Je ne disais rien. Mon rôle n'était plus celui de médiatrice ni de victime silencieuse. J'étais une femme qui refusait désormais tout abus, peu importe de qui il venait. Julien a commencé à montrer de petits signes de remords. Il me demandait si j'avais besoin de quelque chose, si je voulais l'accompagner faire des courses. Il a même cuisiné 2 fois, ce qu'il n'avait jamais fait. J'acceptais prudemment. Ce n'était pas du ressentiment, c'était le désir de ne pas confondre gentillesse et rédemption. Des années de négligence ne s'effaçaient pas avec quelques gestes. Sophie, elle, était de plus en plus proche. Elle m'aidait à ranger mes affaires, passait des après-midi avec moi à parler de tout et de rien. Elle me demandait de lui raconter des histoires de quand son père était petit. En lui partageant ses souvenirs heureux, je reconstruisais aussi les morceaux brisés de mon passé. Un après-midi, en buvant du thé dans le jardin, elle m'a dit « Je pensais que les adultes ne changeaient pas, que si quelqu'un était égoïste ou cruel, il le restait pour toujours. Mais toi, mamie, tu as changé. Tu es devenue plus forte. Peut-être que je n'ai pas changé, peut-être que je suis redevenue celle que j'étais avant de m'éteindre. Alors moi aussi, je peux changer, non ?» Je lui ai pris la main. Ses yeux avaient une profondeur que je n'avais jamais vue. C'était le regard d'une enfant qui commençait à comprendre la complexité du monde. Je lui ai dit que oui, nous pouvions tous changer, mais qu'il fallait du courage. Elle en avait déjà. Une semaine plus tard, Camille est revenue. Elle est entrée sans saluer, les lèvres pincées, le regard baissé. Julien l'a enlacée comme si de rien n'était. Je n'ai rien dit. Elle restait passée à côté de moi comme si j'étais invisible. Dans son esprit, elle refusait encore l'idée que j'avais gagné quelque chose. Elle était convaincue que son pouvoir restait intact. Mais les choses avaient changé. Chaque fois qu'elle essayait d'imposer quoi que ce soit, Julien l'arrêtait, pas avec force, mais avec une fermeté qu'il n'avait pas avant. Il lui disait que les règles avaient changé, qu'elle devait respecter les limites fixées par la loi et la vie commune. Camille le regardait avec mépris, mais se taisait. Elle savait qu'un faux pas pourrait se retourner contre elle. La tension est revenue, plus sourde. Camille ne criait plus, ne m'affrontait plus directement, mais laissait de petites provocations. Des assiettes ou salles exprès, quand elle savait que j'en avais besoin, des changements brusques de chaîne quand je regardais la télévision. Des murmures au téléphone où j'étais clairement le sujet. Je notais tout, comme Maurice me l'avait appris,
non pour porter plainte, mais pour garder les idées claires. Ce registre m'empêchait de tomber dans le doute, dans ce piège émotionnel qui m'avait si longtemps retenu. Une nuit, j'ai entendu une violente dispute entre eux. Camille criait à Julien qu'il n'était plus le même, qu'il laissait une vieille aigrie manipuler sa vie. Il a répondu par une phrase que je n'aurais jamais cru entendre. « Elle ne me manipule pas. Elle me rappelle qui je suis. » Un long silence a suivi, puis des pas lourds et une porte qui a claqué. Le lendemain, Camille était repartie. Je regardais tout ça sans intervenir. Le conflit ne m'appartenait plus, il était entre eux. J'étais en marge, et cette marge, c'était la liberté. Maurice m'a appelé pour prendre des nouvelles. Je lui ai dit que la situation était tendue, mais supportable. Il m'a demandé si j'avais pensé à déménager. J'ai répondu que oui, souvent, mais que je n'avais pas encore trouvé l'endroit idéal. Il m'a proposé de m'aider à chercher, me parlant de résidences pour seniors, pas des maisons de retraite, mais des communautés actives avec des ateliers, des activités, et surtout de l'indépendance. L'idée m'a d'abord effrayée, mais j'ai commencé à me dire que je méritais peut-être un lieu où je n'aurais pas à peser chaque mot, chaque pas. Cette nuit-là, Sophie m'a entendu parler au téléphone. « Tu vas partir ?»« Je ne sais pas encore. Toi, qu'en penses-tu ?»« Je pense que tu devrais faire ce qui te rend heureuse. Mais si tu pars, je veux venir te voir tous les week-ends. » Je l'ai serré dans mes bras. Sa maturité, sa loyauté étaient le reflet de tout ce que j'avais essayé de semer dans cette famille. Même si j'avais échoué sur beaucoup de points, en elle, une graine avait germé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de ma sœur cadette, Marie. Nous n'avions pas parlé depuis des années. Elle m'a dit qu'elle avait appris ce qui s'était passé par une amie commune qui avait vu le jugement publié dans un bulletin juridique. Elle m'a demandé si elle pouvait venir me voir. J'ai accepté, avec réserve. Nous avions des comptes à régler, de vieilles blessures jamais refermées. Mais quelque chose dans sa voix semblait sincère. Quand elle est arrivée à la maison, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Nostalgie, méfiance, tendresse. Nous avons passé l'après-midi à discuter. Elle s'est excusée de ne pas avoir été là. Je lui ai avoué que je m'étais aussi éloignée par orgueil. Entre larmes et rires, nous avons évoqué notre enfance, les étés chez grand-mère, les bêtises avec nos cousins. C'était une retrouvaille nécessaire. Ça m'a rappelé que malgré tout, j'avais encore des racines, des gens sur qui compter. Marie m'a proposé de venir chez elle quelques jours, pour prendre l'air. J'ai dit que j'y réfléchirais. Quand elle est partie, je me suis assise dans le rocking chair du jardin. Le soleil se couchait, le ciel prenait une teinte entre doré et orangé, comme une promesse. Je ne savais pas quoi, mais à cet instant, j'ai ressenti une certitude profonde. Je n'avais pas à rester là où je n'étais pas bienvenue. Pas par entêtement, ni par fierté, mais parce que je méritais mieux. Parfois, le plus courageux n'est pas de se battre pour rester, mais de décider quand partir. Et même si je ne savais pas encore quand ce jour viendrait, je savais qu'il approchait. En entrant dans la maison, j'ai vu une vieille photo de Julien et Sophie dans un cadre poussiéreux. Je l'ai prise, nettoyée et posée sur la cheminée avec soin. Puis je suis allée me coucher, en paix, une paix réelle, pour la première fois depuis des années. La visite de Marie a changé quelque chose en moi. C'était comme si cette conversation avait enlevé une couche de poussière sur mes souvenirs. J'ai compris que le problème n'était pas seulement Camille, ni même l'abandon de Julien. C'était plus profond. L'habitude de me faire petite pour ne pas déranger, de me taire pour éviter les conflits, de repousser mes désirs pour préserver un fragile équilibre familial. Je ne voulais plus vivre ainsi. J'avais 66 ans, j'avais porté des culpabilités qui n'étaient pas les miennes, accepté des miettes d'affection comme des banquets, attendu une reconnaissance de ceux qui ne savaient que demander. Pourquoi avais-je mis si longtemps à me réveiller ? Mais je comprenais aussi qu'on ne voit clair qu'en touchant le fond. J'ai commencé à chercher un endroit où vivre seule. Pas un lieu luxueux, juste un espace où je pourrais avoir la tranquillité, la dignité et surtout la liberté. J'ai parlé à Maurice, il m'a envoyé plusieurs options. J'ai pris mon temps pour les examiner. L'une d'elles m'a particulièrement attirée.
Un petit complexe d'appartements pour seniors indépendants, à Vannes, avec des jardins, une bibliothèque communautaire et des ateliers d'art. Ce n'était pas une maison de retraite, c'était un espace de vie pour des gens comme moi, qui avaient encore beaucoup à faire, à apprendre, à ressentir. L'idée de m'y installer me donnait des papillons dans le ventre mêlés d'excitation et de nervosité. Je l'ai dit à Sophie. Elle m'a regardée en silence, puis m'a enlacée, les yeux pleins de larmes. « Je suis fière de toi, mamie. J'ai toujours cru que les grandes mères étaient là pour s'occuper des autres, mais maintenant je comprends qu'elles ont aussi le droit de prendre soin d'elles. » Cette nuit-là, j'ai dormi avec une nouvelle sérénité. Je ne rêvais plus du passé, je rêvais de l'avenir. Camille est revenue quelques jours plus tard, plus contenue, presque neutre. Peut-être s'était-elle résignée à la nouvelle dynamique. Elle n'a pas cherché à discuter ni à s'imposer, mais elle ne s'est pas rapprochée non plus. C'était comme si je n'existais plus dans son monde. Elle m'observait avec suspicion, comme si elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si calme, si en paix. Mais ça m'était égal. Son mépris n'avait plus de pouvoir sur moi. Elle était une femme sans emprise quand elle ne pouvait manipuler, et ça l'arrangeait. Julien s'est intéressé à ma décision de déménager. Au début, il semblait perplexe, comme s'il ne comprenait pas pourquoi je voulais partir maintenant que les choses étaient plus calmes. Je lui ai expliqué que ce n'était pas fuir, mais grandir, qu'on grandit aussi à 66 ans. Que ce n'était pas de l'abandon, mais une façon d'honorer mon histoire, mes blessures, mon chemin. Il a eu du mal à l'accepter, mais il ne m'a pas retenue. Il m'a proposé de m'aider pour la logistique. J'ai refusé poliment. Je voulais le faire à ma manière. En parallèle, j'ai reçu une invitation d'une amie, Claire, pour une rencontre littéraire au Centre culturel de Vannes. Je m'y suis rendue. J'ai été surprise de voir autant de femmes de mon âge partager des histoires, des poèmes, des lectures. Je me suis sentie appartenir à quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas juste la mère de Julien ou la grand-mère de Sophie. J'étais Elisabeth et ça suffisait. À la fin, une organisatrice m'a proposé de rejoindre un atelier d'écriture autobiographique. J'ai hésité, puis accepté. Écrire m'avait toujours attirée, mais je n'avais jamais osé. Je me suis assise devant une feuille blanche et j'ai commencé à écrire mon histoire. Non avec haine ni tristesse, mais avec une vérité brute et douloureuse. Chaque mot était une libération. Un samedi après-midi, en buvant du thé avec Sophie, je lui ai annoncé que j'avais choisi l'appartement où je voulais vivre. Je lui ai montré des photos. Ses yeux brillaient. « Quand est-ce que tu pars ?» m'a-t-elle demandé, la gorge nouée. « Bientôt, je veux tout organiser tranquillement. »« Je peux t'aider à décorer ?»« Bien sûr, mon trésor, ce sera notre projet. » Cette complicité était un baume. Nous avons commencé à planifier ensemble les couleurs des rideaux, les plantes pour le balcon, les tableaux pour les murs. Nous riions comme si nous construisions un château magique. Et d'une certaine façon, c'en était un. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu d'Isabelle. Elle était à Vannes pour un rendez-vous médical et voulait me voir. Nous nous sommes retrouvés dans un café. La revoir m'a émue, c'était comme retrouver une partie de moi suspendue dans le temps. Elle m'a écoutée attentivement pendant que je lui racontais tout. Elle m'a félicité pour le procès gagné, pour ma décision de déménager, pour le courage de briser le cycle. Elle m'a dit que beaucoup de femmes restaient prisonnières de dynamiques familiales oppressantes pendant des décennies, que j'étais une exception. Je ne savais pas quoi répondre. Je ne me sentais pas exceptionnelle, juste épuisée. Mais j'ai compris son point. La plupart se taisent, moi, je ne pouvais plus. En rentrant, Camille m'attendait dans la cuisine. Elle m'a regardée avec un mélange de défi et d'agacement. Sans détour, elle m'a dit « Alors, tu pars ?»« Oui, bientôt. »« Et tu comptes emmener Sophie avec toi ?»« Non, Sophie est ta fille. Je ne prends que ma liberté. » Elle a lâché un rire sec, m'a lancé un regard perçant. « Ne crois pas que ça fait de toi une meilleure personne. Abandonner la maison, c'est juste une autre forme de lâcheté. » J'ai gardé le silence un instant,
puis je laisse regarder droit dans les yeux. Je ne pars pas par lâcheté. Je pars parce que j'ai enfin compris que je n'ai pas à rester là où je ne suis pas aimée. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la dignité. Elle est partie sans répondre. Je me suis assise pour respirer. Cette scène ne m'a ni blessée ni mise en colère. Elle m'a confirmé que je faisais le bon choix. Le lendemain, j'ai commencé à faire mes cartons. Sophie m'aidait avec enthousiasme, triant les livres, les photos, les souvenirs. Chaque objet portait une histoire, mais je ne m'y accrochais plus avec tristesse. C'était un détachement nécessaire. Julien passait parfois, observant en silence. Je voyais que ça lui coûtait, mais il respectait. Une nuit, en me voyant ranger mes papiers, il s'est approché. « Oh, je sais que je n'ai pas été le fils que tu méritais. Ne te punis pas, Julien. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire maintenant. Tu vas me pardonner ? Je n'avais pas à te pardonner. Je veux juste que tu sois meilleur. Pour toi. Pour Sophie. » Nous nous sommes enlacés. Un geste bref, maladroit, mais sincère. Tout était prêt. Il ne manquait que la date. Je me suis assise pour écrire dans mon carnet une liste de choses que je voulais faire dans ma nouvelle vie. Apprendre le tango, prendre des cours de peinture, visiter des villages bretons, lire tous les livres que j'avais repoussés. Rêver à mon âge comme si j'avais 20 ans, car l'âme ne vieillit pas quand on la nourrit. J'ai compris que la fin d'une étape n'était pas une tragédie, mais une porte ouverte, une nouvelle histoire à écrire où je serais la protagoniste dès la première ligne. Le matin de mon déménagement, le ciel était gris, mais sans pluie, comme s'il respectait mon moment. Je me suis réveillée tôt, je n'avais pas beaucoup dormi, pas par angoisse, mais par une excitation contenue. Je me suis habillée calmement, j'ai préparé un café, et j'ai parcouru une dernière fois chaque recoin de cette maison qui m'était devenue étrangère malgré toutes ces années. Chaque mur semblait murmurer des épisodes qui se dissipaient comme de la fumée. Je n'étais pas triste, je ressentais une clôture, comme si je quittais une scène après avoir joué un rôle trop longtemps. Julien est apparu à la porte de la salle à manger, les yeux gonflés. Il n'a rien dit, il m'a juste enlacée. Je lui ai caressé la nuque, comme quand il était petit. Nous n'avions pas besoin de mots. Sophie est arrivée peu après, un sourire éclatant aux lèvres, portant dans ses bras une plante que nous avions choisie ensemble pour mon nouveau balcon. Un ficus robuste, vert intense, fort, comme je voulais me sentir. Elle le portait avec fierté pendant que nous montions dans la voiture qui nous emmènerait vers ce nouveau départ. Camille ne s'est pas montrée ce matin-là. Je n'ai pas entendu de pas ni de porte. Son silence était son dernier mot, et je n'en avais pas besoin. Son absence ne faisait plus mal, elle faisait partie du soulagement. Le trajet fut court, Sophie parlait sans s'arrêter, planifiant le week-end suivant, disant qu'elle voulait dormir chez moi, rencontrer mes nouvelles voisines, décorer mon coin lecture. Je l'écoutais, le cœur gonflé. Cette petite avait été mon ancre dans la tempête. Grâce à elle, je me souvenais de qui j'étais. Nous sommes arrivés au complexe en milieu de matinée. L'immeuble avait une entrée simple, bordée de bougainvilliers en fleurs. Le gardien m'a accueilli avec amabilité et m'a remis les clés. En franchissant la porte de mon nouvel appartement, j'ai respiré profondément. Tout sentait la peinture fraîche et les possibles. La lumière entrait par une grande fenêtre, baignant l'espace d'une chaleur accueillante. Sophie a couru ouvrir les rideaux et a crié que le balcon était parfait pour nos après-midi de lecture. Nous nous sommes mises au travail. Nous avons accroché les rideaux, fait le lit, rangé les livres sur une étagère. C'était peu, mais suffisant. À l'heure du déjeuner, nous nous sommes assises par terre sur une nappe improvisée et avons trinqué avec de la limonade. Sophie m'a regardée et a dit « Mamie, on dirait une maison heureuse. » J'ai répondu que c'était parce que, pour la première fois, je l'étais aussi. Les jours suivants ont été une danse de découverte. J'ai rencontré Claire, ma voisine, une femme de 72 ans qui enseignait l'aquarelle au centre culturel. Elle m'a invitée à son atelier. J'y suis allée. Mes premières touches étaient maladroites, mais elles m'ont fait rire. Je ne riais plus ainsi depuis des années. Je me suis inscrite à un cours d'histoire de l'art, un autre de méditation et un d'écriture avancée.
Mes journées se remplissaient d'activités qui me nourrissaient. Je n'avais pas de hâte, pas de peur. Je me sentais en expansion. Chaque fois que Sophie venait, nous partagions nos histoires comme deux amies. Elle me parlait de l'école, de ses doutes, de ses rêves, et je l'écoutais avec une attention totale. Je n'étais plus la grand-mère qui donnait des ordres ou des conseils, j'étais une femme qui accompagnait, qui apprenait à écouter sans juger. Elle me le rendait par son affection sincère. Un après-midi, en me promenant dans le parc autour du complexe, j'ai vu une femme assise sur un banc, pleurant en silence. Je me suis approchée sans la brusquer, lui ai offert un mouchoir. Elle m'a regardée, surprise, m'a remerciée. Nous avons commencé à parler. Elle s'appelait Denise, elle avait perdu son mari récemment, n'avait pas d'enfant. Elle m'a dit qu'elle se sentait invisible, que personne ne l'écoutait. Je lui ai parlé de mes propres blessures, de ces années où j'avais été une ombre dans ma propre famille. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu dans un autre visage la même douleur que j'avais portée. Depuis, nous nous voyons chaque semaine. Nous marchions ensemble, partagions des livres, pleurions sans honte. La solitude fait moins mal quand elle est partagée. Un mois plus tard, je me sentais plus vivante que jamais. Un matin, j'ai reçu un courriel de Julien. Il m'invitait à déjeuner, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de son travail. Il était nerveux, ça se voyait à sa façon de regarder. Il m'a dit qu'il avait commencé une thérapie, qu'il voulait comprendre pourquoi il avait permis tant de mal. Il m'a demandé pardon, encore, mais cette fois avec une humilité différente. Je l'ai cru. Il m'a parlé de Camille, de leur relation qui s'effritait, de sa peur de reproduire des schémas avec Sophie. Je lui ai dit que le plus courageux était de les briser maintenant, avant de blesser davantage. Nous nous sommes quittés avec une longue étreinte. Je l'ai vu repartir vers son bureau, les épaules un peu moins lourdes. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon carnet. L'amour n'est pas un sacrifice, c'est la liberté. Je me le suis répété, comme un mantra. C'était ma nouvelle boussole. Quelques jours plus tard, Isabelle est venue me rendre visite. Elle m'a apporté un livre qu'elle savait que j'aimerais. Nous nous sommes installés sur le balcon, entre rire et souvenirs. Elle m'a dit que je paraissais différente, plus lumineuse. Je lui ai raconté mes ateliers, mes promenades, mon petit jardin naissant. Elle m'a félicité, m'a enlacée fort. Je lui ai dit que sans elle, je n'en serais pas là. Elle m'a répondu que chaque pas était le mien, qu'elle m'avait juste rappelé que j'avais des jambes. Un dimanche, Sophie m'a proposé de faire une vidéo pour l'école, sur la femme la plus courageuse que je connais. Elle m'a filmé racontant mon histoire, avec naturel, sans dramatisme, juste la vérité. La vidéo a circulé parmi ses camarades. Plusieurs grandes-mères se sont reconnues, m'ont écrit. L'une m'a dit « Merci d'avoir dit ce que tant d'entre nous taisent ». Une autre « Je pensais qu'il était trop tard pour recommencer. Maintenant, je sais que non. » J'ai pleuré en les lisant. Pas de tristesse, d'espoir. Mon histoire, avec ses blessures, pouvait éclairer d'autres chemins. C'était un cadeau inattendu. Le changement le plus profond était intérieur. Je ne me sentais plus coupable de choisir ma paix. Je ne doutais plus d'avoir fait le bon choix. Je ne me demandais plus si on me remercierait un jour. Je faisais tout pour moi. Et ce n'était pas de l'égoïsme, c'était de la justice. Chaque matin, je me regardais dans le miroir et me reconnaissais, non comme la mère parfaite, ni la grand-mère idéale, mais comme une femme qui avait survécu à son histoire, qui l'avait réécrite, qui l'avait faite pleinement sienne. Un après-midi, Sophie m'a appelée en pleurs. Elle avait eu une grosse dispute avec sa mère, se sentait incomprise. Je lui ai dit de venir. À son arrivée, elle s'est jetée dans mes bras. Elle m'a demandé de rester quelques jours. Je lui ai préparé un lit avec tendresse. En s'endormant, je lui ai caressé les cheveux et j'ai pensé « Comme c'est beau d'être un refuge, non par devoir, mais par amour. Comme c'est beau d'offrir un abri sans se perdre. » Alors, j'ai compris que la vraie liberté n'est pas d'être seule, mais de choisir avec qui être. Et moi, je pouvais enfin choisir. La fin n'est pas arrivée avec un grand fracas ni un coup théâtral. C'était un murmure, un instant de clarté au milieu du bruit quotidien.
Un après-midi ordinaire, j'ai reçu un appel inattendu de Julien. Sa voix était plus douce, plus humaine. Il voulait me voir, parler, sans masque ni reproche. Mon cœur s'est accéléré, pas de peur, mais d'espoir. Quand il est arrivé, je l'ai accueilli avec nostalgie et espérance. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a avoué combien il lui avait été difficile de comprendre le mal qu'il avait causé, à moi, à Sophie, à lui-même. Il a reconnu l'influence toxique de Camille, mais a aussi assumé sa part de responsabilité. Ce n'était pas une excuse vide, c'était un engagement à changer, à être un meilleur père, un meilleur fils. J'ai senti quelque chose renaître entre nous, quelque chose que je croyais perdu. Ce n'était ni facile ni rapide. Il y a eu des moments de doute, de douleur, mais aussi de croissance. Sophie a recommencé à faire confiance à son père, et moi j'ai fait. J'avais trouvé la force de lâcher la rancune pour construire une nouvelle histoire avec eux, sans oublier les blessures. Car guérir, ce n'est pas oublier. C'est apprendre à vivre avec les cicatrices qui font de nous qui nous sommes. Isabelle essaie de rester un soutien indéfectible. Son amitié était une encre dans les jours incertains, une fête dans les moments de triomphe. Avec elle, j'ai redécouvert la joie de partager, de rire sans crainte, de rêver sans limite. Nous avons planifié un voyage, une petite escapade que nous repoussions toujours. Ce fut une aventure qui m'a redonné confiance en le monde et en moi. Nous avons marché dans des rues que je n'imaginais pas foulées, respiré des airs nouveaux, plongé dans des cultures qui m'ont appris que la vie a toujours quelque chose à offrir, peu importe l'âge. Camille a disparu de mon horizon, du moins de mon présent. Pas besoin de confrontation ni de vengeance. Son départ silencieux a suffi. À sa place, une paix inattendue s'est installée, celle qui naît quand on choisit de laisser derrière soi ce qui fait mal pour faire place à ce qui nourrit. Je me sentais libre, libre des attentes, des autres, des culpabilités imposées, libre d'être simplement moi. Le jardin sur mon balcon a prospéré. Chaque feuille verte était une promesse, chaque fleur une célébration. Je m'en occupais avec soin. Parfois, Sophie et Loi nous asseyions là pour lire, rêver, planifier les futurs qui semblaient autrefois impossibles. Ce lien avec la terre m'a appris que la vie est un cycle de semis, d'attentes et de floraison, qu'on peut renaître autant de fois qu'on le veut. Ma pension, autrefois source de mépris, c'est devenu un symbole d'indépendance. J'ai appris à gérer mes finances, à planifier mes dépenses, à administrer ma vie seule. Je ne dépendais de personne pour survivre, décider, vivre. Cela m'a donné une dignité que aucun affront ne pouvait m'enlever. Le jour où Sophie est rentrée avec une médaille pour un concours d'art, ses yeux brillaient plus que jamais. Elle m'a dit que tout ce qu'elle avait appris avec moi l'avait inspirée à être courageuse, à suivre ses passions sans peur d'échouer. Ces mots, c'était la plus belle récompense. Mon héritage n'était pas matériel, ni fait de sacrifices invisibles, mais d'amour sincère et de l'enseignement qu'on peut toujours recommencer. J'ai enfin compris que le plus grand cadeau que je m'étais fait était de m'autoriser à être heureuse, sans condition, sans excuse. Être heureuse à ma manière, à mon rythme, selon mes choix. Cette joie était ma revanche silencieuse contre ceux qui avaient douté de moi. Je n'avais rien à leur prouver. Ma vie parlait d'elle-même. Ainsi, dans cette nouvelle étape, j'ai construit un foyer qui était vraiment le mien, un espace où les rires remplaçaient les larmes, où la lumière triomphait des ombres, où l'amour se manifestait sous des formes simples mais puissantes. Un foyer qui ne dépendait ni de titres, ni de possessions, mais de la paix intérieure que j'avais cultivée avec tant d'efforts. Et tandis que j'écris ces mots, je sais que mon histoire n'est ni unique ni parfaite, mais elle est vraie. C'est l'histoire d'une femme qui a retrouvé sa voie quand beaucoup pensaient qu'il était trop tard, qui a décidé qu'elle méritait de respect, amour et dignité, qui a appris à s'aimer sans condition et à laisser partir ce qui ne la faisait pas grandir. Car au fond, ce n'est ni la pension, ni la maison, ni les années qui définissent une personne. C'est sa capacité à se réinventer, à se relever encore et encore, à avancer, le cœur ouvert,
prêt à accueillir le meilleur que la vie peut offrir. Ça, personne ne pourra jamais me l'enlever.